Merci de nous rejoindre pour un numéro spécial de Disputandum, 1 heure de débat et une question. Peut-on encore vraiment sauver Noël ? Après les annonces du président de la République, nous allons recueillir le sentiment des grands acteurs de cette période des fêtes dans notre région. Tourisme, restaurants, commerce, culture. Alors il y a des gagnants, entre guillemets, des perdants aussi et d'autres qui restent dans le flou. Alors à quoi faut-il s'attendre pour ces vacances de Noël et pour ces prochains mois ? On va en parler. Je vous présente nos 6 invités. Honneur aux dames. Catherine Fabre, merci d'être avec nous. Députée La République En Marche, 2e circonscription de Gironde, celle de Bordeaux-Centre. En duplex de notre studio à Pau, Christine Massour, directrice générale de la Compagnie des Pyrénées NP, leader du ski dans les Pyrénées avec 8 domaines, dont Gourette et la Pierre-Saint-Martin en Béarn. Sur ce plateau, Christian Baulme, président de l'Association des commerçants et artisans des métropoles de France, président aussi de la Ronde des quartiers, principale association des commerçants de Bordeaux. Laurent Tournier, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Gironde, le syndicat professionnel des bars, restaurants, discothèques et des hôtels évidemment. En visio depuis les Deux-Sèvres, David Sauvignon, directeur programmateur artistique de la salle d'Ifart à Parthenay, salle de concert des musiques actuelles et Rock School. Et enfin, Jean Petot, politologue à Sciences Po Bordeaux. Il nous décryptera cette séquence politique et les chamboulements dans notre société en cette période de Noël. Alors avant de dresser un bilan de la situation des uns et des autres, après ces 8 mois de crise finalement, d'abord vos réactions aux annonces du chef de l'État. Je commence par vous, Christian Baulme. Les commerces dits non essentiels rouvrent donc ce samedi. C'est un ouf de soulagement ou un demi-ouf de soulagement au vu de toutes les attentes et les besoins de ce secteur? Alors c'est un ouf de soulagement, évidemment. On attend beaucoup, surtout des Français, des Bordelais ou de tous les clients, pour qu'ils reviennent en masse dans le commerce physique. On sait bien que l'évolution technologique fait qu'on ira vers plus de numérisation. Mais notre métier, c'est d'accueillir des gens, c'est de se comporter entre personnes, c'est de se parler, de se connaître, de se rencontrer. Et ça, jamais le numérique ne pourra nous le faire. Alors on sait que ça accélère le processus, mais on a besoin de ça. Et on sait qu'en cette période où les gens ont été privés de contact, ça peut être une très belle période commerciale. Et avec 8 mètres carrés par client dans les commerces, est-ce que ce n'est pas un protocole sanitaire qui va favoriser les grandes surfaces encore ? Non, non. Je pense que ce n'est pas un vrai problème. Un couple, c'est une personne. Un couple avec 2 enfants, c'est une personne. Donc, on ne se voile pas la face. Ça ne change pas par rapport à un client pour 4 mètres carrés net. Là, on parle de 8 mètres carrés brut. Ça veut dire les surfaces d'exposition de la marchandise sont dans les 8 mètres carrés. Donc, c'est un faux problème. Et avec une ouverture tous les dimanches, c'est acquis sur cette période de Noël ? Alors, si on parle de Bordeaux, c'est acquis par nature, puisque nous avons l'autorisation permanente, c'est une zone touristique. Donc toutes les zones touristiques d'Aquitaine, de France, peuvent ouvrir le dimanche. Maintenant, après, nous, ce que nous demandons, il faut faire la demande, c'est ça ? Nous, ce que nous demandons au nom de l'association des commerçants artisans des métropoles de France, c'est que toutes les métropoles soient ouvertes. Toutes les villes de France, finalement, puissent ouvrir le dimanche. Et on espère qu'Elisabeth Borne, ministre du Travail, arrivera à convaincre les partenaires sociaux que le travail du dimanche soit traité comme des heures supplémentaires. Bien sûr, en respectant un minimum de 2 jours de repos par semaine. On est d'accord. Mais traité comme des heures supplémentaires. Pour vous, c'est un ouf de soulagement. Donc, en revanche, les restaurants, les bars, discothèques ne rouvriront pas ce week-end. Laurent Tournier ne sera pas au mieux avant le 20 janvier si la situation sanitaire s'arrange. Vous comprenez ce maintien de fermeture administrative au nom de la sécurité sanitaire, on va dire ? Ou la pilule est dure à avaler, là ? C'est très compliqué. Voilà, c'est difficile d'accepter d'être fermé encore 2 mois de plus, après avoir été fermé, réouvert, refermé à moitié. Donc c'est très difficile de gérer des entreprises avec une visibilité en flou artistique permanent. On a l'impression que vous ne faites pas entendre, en fait. Alors, c'est très compliqué de se faire entendre. Là. On a eu quand même des mesures annoncées par le président qui vont quand même dans le sens de l'écoute, puisque ça fait 8 mois qu'on réclamait la prise en compte de nos frais fixes et de notre problématique de reste à charge. Donc ça, a priori, c'est une mesure qui va être mise en place.
Donc on attend, encore une fois, les annonces de M. Castex demain et le contour exact de ces mesures. Et dans un deuxième temps, les décrets qui vont réellement nous montrer comment on va pouvoir fonctionner autour de ces dispositifs. Alors pour l'instant, c'est quoi? C'est de la colère, votre sentiment? C'est de l'abattement? C'est un mélange de tous ces sentiments. Très honnêtement, nous avons aujourd'hui beaucoup d'adhérents qui nous appellent, certains effectivement très en colère, qui ne comprennent pas qu'on soit la variable d'ajustement de la politique sanitaire de la France et que nos entreprises sont stigmatisées malheureusement. Alors, on peut dire à juste titre, on s'appuie sur des études américaines qui ont été faites au mois d'avril, sur des fast-foods sans protocole sanitaire clair. On peut tout faire dire. Nous, on ne sommes pas virologues ou épidémiologistes, nous sommes simplement restaurateurs. Voilà. On sait simplement que nous avons fait un protocole sanitaire avec les services de l'État, que nous l'avons appliqué à 99%. Alors certainement, il y a toujours des mauvais élèves dans le secteur d'activité, comme dans tous. Mais globalement, vous savez, on est tous égaux, on mange tous 3 fois par jour, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Alors on le fait soit à la maison, on le fait soit en entreprise, on le fait soit dans une cantine pour nos enfants, ou dans des restaurants. Voilà. Il se trouve que là, on a pensé qu'il n'y avait que dans les restaurants où ça devenait dangereux. Voilà. On peut le faire à la maison, on peut le faire dans une cantine, on peut le faire dans les restaurants collectifs. Voilà. Sûrement qu'il y a peut-être plus de risques. Un sentiment d'injustice quand même. De stigmatisation. Et notre image est très écornée. Je pense que ça va durer malheureusement et que ça va être très compliqué de laisser penser que dans nos établissements, on ne puisse pas attraper aujourd'hui le Covid, demain la gastro et que sais-je. Catherine Fabre, c'est la variable d'ajustement, les restaurants aujourd'hui? Non, pas du tout. C'est pas pensé comme ça. Effectivement, comme Laurent Tournier le disait, les décisions sont prises de manière éclairée, sur la base d'études, sur la base d'un conseil scientifique aussi qui donne certains arguments, qui expliquent que forcément, en lieu clos, des moments sociaux où on est ensemble, où on est proche, où on ne porte pas le masque, où on rit fort, forcément sont plus à risque que des moments vécus à l'extérieur, avec un masque, avec une distanciation sociale. Donc c'est juste sur des bases qu'on essaie d'objectiver au maximum que les décisions sont prises. Et lorsqu'elles sont prises, l'État essaye au maximum aussi de soutenir les activités qui sont empêchées. Et là encore, c'est ce que disait Laurent Tournier, à partir de maintenant, les restaurants seront couverts sur leurs charges fixes, les cafés seront couverts sur leurs charges fixes. Sur l'hôtellerie, il reste encore des concertations, mais l'idée, c'est que les hôtels puissent être couverts sur leurs charges fixes pour justement que toutes ces activités empêchées puissent néanmoins survivre. Voilà, et c'est vraiment ça l'idée. Et par ailleurs, vous voyez bien que sur les commerces de proximité, dès qu'il a été possible de les réouvrir, on s'est pas fait prier. Presque un vrai lobbying pour les commerces. Vous avez notamment animé des réunions où vous avez été à l'initiative d'une réunion entre le ministre des PME et les commerçants bordelais. Il y a eu du lobbying pour les commerces, moins pour les restaurants? C'est-à-dire que c'est trop difficile? Non, le lobbying pour les commerces, il était pour ouvrir le 28 plus que le 1er décembre, dans la mesure où il y avait un enjeu économique très fort avec ce premier week-end de Noël. Est-ce qu'on peut sauver Noël? Oui, il faut tout faire pour le sauver. Et ce week-end était très important, notamment du fait du Black Friday. Il y a eu donc cette sensibilisation très forte du gouvernement autour du Black Friday et qu'il fallait absolument apporter une réponse aux commerçants par rapport à ça. Et la réponse, elle a été double. On ouvre le 28 parce que les Français ont été responsables et qu'on a pu faire baisser l'épidémie, et ça je tiens à le saluer, et on recule le Black Friday d'une semaine, ce qui est une performance, et on est le seul pays à l'avoir fait, et ça montre bien que l'État est très volontariste sur cette question de l'économie pour soutenir les petits commerces. Jean Petot, justement, Noël c'est un moment clé pour l'économie de la France. Pas simplement pour l'économie, c'était un moment extrêmement fort, c'est une fête symbolique. À l'origine, c'est aussi une fête religieuse. Et on a bien vu que lors du premier confinement, Pâques était dans le créneau du premier confinement. Et vous voyez, il n'y a pas eu d'émotion sur cette fête de Pâques confinée. D'ailleurs, tout le monde était logé, j'allais dire, à la même enseigne. Mais là, pour Noël, c'est tout autre chose. Parce que Noël, c'est un moment très particulier dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment un moment rare, parce que ça correspond précisément à un solstice d'hiver. Les Latins, d'ailleurs, les Romains fêtaient les Saturnales, etc. On date ça entre le 14 et le 24 décembre. Et puis même, à l'époque de Rome, on parlait de Sol Invictus, le soleil invaincu, qui réussissait d'une certaine façon à vaincre la nuit
et à redémarrer pour que les jours s'allongent Donc à il y a une partir. symbolique. Donc c'est très fort, c'est vraiment... Toucher à cette symbolique, c'était risqué. C'est toujours risqué. Et on voit bien que, la position du gouvernement et du président de la République exprimée mardi dernier montre que la France est logée à agir comme les autres États comparables en Europe, avec ce moment très particulier qui est aussi une fête familiale de première grandeur. Et 20% du commerce national. Alors, dans certains secteurs, on peut aller même au-delà, 28% évidemment dans le secteur du jouet, du chiffre d'affaires qui est réalisé à ce moment-là. J'ai des chiffres de l'INSEE, je ne veux pas accabler les gens. Ce qui est très intéressant, c'est de constater que depuis 4-5 ans, les dépenses de Noël pour certains biens, en particulier des produits dits plutôt de luxe, avaient été reportés sur le Black Friday, le fameux au mois de novembre. Et donc on voyait baisser des dépenses pour Noël qui étaient faites par anticipation auparavant. Là, le Black Friday est reporté donc au 4 décembre, mais dans certains secteurs, dans les boulangeries et pâtisseries, j'ai des chiffres impressionnants. 23% du chiffre d'affaires est réalisé au moment de Noël. On comprend l'enjeu économique et sociétal. Alors le président de la République a soufflé un coup de froid sur les Pyrénées avec son annonce de mardi. La réouverture pour les fêtes des stations de ski est très très compromise. Christine Massour, je rappelle que vous êtes directrice générale de la Compagnie des Pyrénées NP. Vous attendiez une telle annonce ? Ça a été un moment de sidération, je pense qu'on ne peut pas dire autrement, puisque les négociations étaient en cours avec les équipes du Premier ministre et les représentants de la montagne ont été reçus lundi dernier avec la perspective de se revoir dans 10 jours, donc un peu avant le 10 décembre, pour voir comment l'épidémie évoluait et toujours dans la perspective d'une ouverture pour Noël. Donc effectivement, cette annonce a été incroyable. Ça veut dire que vous n'avez pas apporté suffisamment de garanties sanitaires, non ? Alors, aujourd'hui, on ne sait pas trop, puisqu'on a élaboré conjointement avec l'ensemble des acteurs un protocole très précis d'une 60aine de pages qui traite tant des remontées mécaniques que des espèces des salles hors sac ou des transports en navette, ou en fait tous les cas de figure qui se produisent dans une station ont été listés. L'ensemble des partenaires ont travaillé dessus et ce protocole a été élaboré conjointement avec l'État. Donc, à l'heure où je vous parle, on ne comprend pas ce qui a fait cette décision qui nous semblait trop hâtive par rapport à tous les signaux que l'on avait jusqu'alors. Alors, peu de chances d'ouverture, sauf surprise, entre guillemets, pour Noël, mais peut-être que nos voisins espagnols vont ouvrir leur station. Alors, oui, aujourd'hui, les informations sont un peu discordantes sur l'ouverture des stations espagnoles, puisque on a des informations sur une seule qui est Baqueira et qui est située en Catalogne, avec un déplacement des Catalans uniquement sur leur région. Donc, ils concentreraient leur fréquentation en Espagne au moins sur la population catalane. On ne sait pas non plus dans quelle mesure, même si on a annoncé des déplacements libres à partir du 15 décembre, on ne sait pas en quelle mesure les Français pourront également se rendre en Espagne. En tout état de cause, c'est un point que l'on regarde attentivement. Il y a des négociations entre l'État, l'Espagne, mais également l'Autriche et la Suisse, de façon à essayer d'avoir une harmonie de position au niveau de l'Europe. Donc là, sur tous ces points-là, il faut se donner un peu de temps, mais je dirais que nos voisins ouvrent ou n'ouvrent pas, ça ne va pas changer grand-chose à notre situation immédiate. Un mot, Catherine Fabre. Pardon de vous interrompre. Catherine Fabre, la ministre du Travail, disait qu'il fallait que les stations embauchent des saisonniers il y a encore quelques jours. Ça paraît incompréhensible de dire on n'ouvre pas. Alors,
Déjà, je pense que la concertation est encore en cours, me semble-t-il. C'est ça, c'est-à-dire que le président a donné un indice hier, mais je crois que les choses continuent à être discutées, et notamment pour avoir peut-être une harmonisation européenne. On voit aussi effectivement qu'il n'y aura pas d'ouverture. Il y a des interrogations sur la fréquentation aussi. Dans quelle mesure est-ce que les Français se déplaceront au sport d'hiver, sachant que les restaurants, les cafés sont fermés? Est-ce que ce moment de convivialité restera attractif? Donc, est-ce qu'il faut ouvrir les stations dès lors qu'elles risquent de ne pas être rentables? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Je sais que toute la communauté montagnarde pyrénéenne est mobilisée, les politiques également autour de cette question de l'ouverture. Et là aussi, je pense que le sujet est complexe. Il y a la question peut-être de la saturation des urgences en cas de fracture du tibia ou de chute qui peut aussi poser problème. Donc, je ne connais pas bien précisément la situation. Ce que je peux dire, c'est que si on peut, si le gouvernement peut, il le fera. Et s'il ne peut pas, il couvrira au maximum les pertes d'exploitation. C'est toujours ce choix-là. Dans la mesure du possible, on ouvre. Et si ce n'est pas possible, malheureusement, et bien sûr que c'est un drame pour les acteurs économiques de ces secteurs-là, il faut couvrir au maximum les pertes. Voilà. Alors, depuis des semaines, on va parler de la culture, depuis des semaines, ils se sentaient les oubliés un petit peu, les acteurs de la culture, des spectacles vivants. David Sauvignon, vous êtes, je disais, directeur, programmateur de la salle d'IFART à Parthenay dans les Deux-Sèvres, salle de concert et Rock School. Il y a une échéance peut-être d'ouverture au 15 décembre. Vous en pensez quoi ? Oui, alors nous, pour la culture, il n'y a pas forcément un enjeu spécifique sur Noël. C'est une période un petit peu comme tout le reste de l'année. Même pour certains, ça peut être une pause. Par contre, on attend dans les prochains jours les conditions précises de reprise, de nouvelle reprise pour le 15 décembre. Et on ne sait pas si ce sera en 2 phases avec peut-être un allègement encore de la réglementation au 20 janvier. C'est ce qu'on espère, puisque là, a priori, on attend effectivement nous aussi, comme les restaurants, les prochains jours pour en savoir plus. Mais a priori, on serait sur une reprise comme en octobre, en fait, juste avant le confinement, avec donc des contraintes qui sont public assis, jauge réduite et couvre-feu. Et c'est possible de monter des spectacles pour le début d'année en 15 jours, 1 mois ? Non, ça c'est très compliqué. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont en attente de rencontrer leur public. Donc, on va dire que ce n'est pas la principale difficulté. La principale difficulté, c'est vraiment cette réglementation qui nous oblige à faire des sacrifices assez énormes. Pour vous donner l'exemple de DIFART, c'est une salle de concert de 450 places, habituellement debout. Donc, si on passe en assis, on passe à 150. Et si on passe en jauge réduite assise, on passe encore à 60, 70. Donc, de 450, on passe à 60 spectateurs. On imagine la rentabilité. Oui. Tout à fait. Et puis, même pour les artistes, c'est quelque chose de compliqué. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Oui, on va revenir vers vous dans quelques minutes. On va faire un focus sur la situation de chacun dans votre domaine de compétences. Une illustration tout d'abord de la conséquence de la fermeture prolongée des restaurants donc pour au moins 2 mois. C'est toute une filière qui se retrouve dans la peine. C'est le cas par exemple des ostréiculteurs qui ont du mal à écouler les stocks. Regardez ce reportage en Charente-Maritime de Pascal Foucault et Laurent Pelletier. Les huîtres sont là, belles et en nombre. Dans cette entreprise familiale installée à côté de l'île d'Oléron, on en produit depuis 1986, 400 tonnes par an. Le problème, c'est qu'une partie de cette production ne s'écoule plus à cause de la fermeture des restaurants dans tout le pays. La restauration coûte 25% de nos clients. Donc oui, ça commence... Là, à l'époque actuelle, normalement, elles sont 8. Là, pour l'instant, elles sont que 4 à trier. Et on ne sait pas où est-ce qu'on va, quoi. On ne sait pas ce que ça va donner. Les restaurants, a priori, pour les fêtes, ne vont pas rouvrir. Donc ça va nous faire beaucoup de volume en moins, quoi. 4 ouvrières ostréicoles au lieu du double en temps normal. L'état des lieux en dit long sur la situation. Monique Vitry travaille dans le secteur depuis une quinzaine d'années. Et pour elle, cette activité au ralenti n'augure rien de bon pour les fêtes de fin d'année. Nous, pendant 15 jours, c'est assez intensif, donc ça permet de gâter nos enfants à Noël. Et voilà, le quotidien se fait là-dessus aussi. Tout ça va peut-être être remis en question. Tout à fait. Cette année, c'est vraiment... On préfère pas y penser d'ailleurs.
Il faut dire que la filière ostréicole ne dispose que de 3 grands réseaux pour écouler sa production. La grande distribution, les restaurants et la vente directe. On peut quand même se réjouir d'une chose, c'est que la vente directe en France, faite par les ostréiculteurs, marche plutôt très bien sur les marchés français. On voit une progression des ventes lorsqu'elles sont effectuées par l'ostréiculteur sur les marchés français, et ça, c'est plutôt bien. Ça peut être un canal pour écouler une partie de cette production? Ça peut être un moyen d'écouler un peu plus de production pour certains. Pas de miracle donc, pour une filière qui en Charente-Maritime représente 1 millier d'entreprises et 4500 emplois directs. Laurent Tournier, dans la restauration, l'hôtellerie, les bars, les discothèques, on estime que 2/3 des établissements sont en danger aujourd'hui. Pourquoi les aides de l'État, des collectivités locales ne permettent pas de tenir le coup? Parce que d'abord les aides, jusqu'à présent, il y en avait peu, voire pas. La seule aide directe que nous avions, c'était 1 500 € du fonds de solidarité. Mais 1 500 € à l'échelle d'une entreprise, enfin, déjà à l'échelle d'un particulier célibataire, c'est difficile. Donc imaginez à l'échelle d'une entreprise. Je rappelle que les prêts garantis par l'État, ce sont des reports de charges, donc ça a amené de la trésorerie, mais enfin ça reste une charge à payer et qu'on reporte pour plus tard. Et le chômage partiel, c'est effectivement une très bonne mesure, mais qui accompagne nos salariés. Mais les salariés ne sont pas propriété de l'entreprise, ce sont des personnes sous contrat. Voilà. Donc aujourd'hui, la donne va changer avec ces nouvelles mesures pour la restauration et les bars, les lieux fermés de manière administrative. Pour un certain nombre d'entreprises, on va continuer à discuter pour les hôtels et ceux qui ne sont pas pris par cette couverture. Mais après, comme vous le montrez dans ce reportage, c'est beaucoup d'autres métiers qui vont être impactés par ces mesures. Alors effectivement, on peut imaginer qu'aujourd'hui, si on continue comme ça, on va avoir une casse d'entreprise assez importante. D'accord. Alors, heureusement, ces mesures-là vont, je pense, atténuer sensiblement cette casse. Mais les ostréiculteurs font partie des 1 million d'emplois induits de nos métiers. Aujourd'hui, dans le CHRD au niveau national, c'est 1 million d'emplois. Il y a 1 million d'emplois qui dépendent de nos métiers. Donc, c'est effectivement l'ensemble de ces métiers qui sont mis à mal. Catherine Favre, je voudrais vous faire réagir à l'interview il y a quelques jours de Philippe Etchebest, le chef étoilé bordelais, qui est l'un des porte-voix des restaurateurs. Il a parlé de son cas en particulier. Il était invité dans le journal du 12-13 la semaine dernière. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, j'ai 70 000 € de frais fixes par mois. Je n'ai aucune aide de l'État. Je vais aujourd'hui, depuis la semaine dernière, faire de la vente à emporter pour espérer minimiser ces frais fixes. Je sais que je n'arriverai jamais à rembourser à la hauteur de ces frais fixes, mais je vais essayer de limiter la casse. Comment faites-vous? Expliquez-moi. Quand on a 70 000 € de frais fixes par mois, avec 0 aide de l'État, comment fait-on? Comment vous pouvez faire? Moi, je ne sais pas. Alors, je vais essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est l'avenir qui me le dira. Mais pour le coup, je suis quand même assez pessimiste. Et je répète, ce n'est pas que pour moi, c'est pour des milliers d'autres entreprises. Catherine Fabre, comment expliquer que les restaurateurs disent ne pas percevoir les aides? C'est pas exactement ce qu'il dit. Il dit qu'il a 70 000 € de fixe, de charges fixes et qu'il ne touche pas d'aide. Je comprends sa colère. La première chose que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de petites entreprises aujourd'hui qui sont compensées sur la totalité de leurs charges. Pour en avoir discuté avec des entreprises qui ont 1 salarié, 2 salariés, qui font peu de chiffre d'affaires, elles sont compensées en totalité par l'État aujourd'hui avec un fonds de solidarité qui va jusqu'à 10 000 € compensé totalement. Mais parce que Philippe Etchebest vous dit qu'il a 70 000 € de frais fixes. Ça veut dire que lui, il ne fait pas 10 000 € de chiffre d'affaires. Il fait, je ne sais pas combien, mais beaucoup plus. Et donc là, moi j'ai une réponse très précise. Pour Philippe Etchebest, ce qu'a annoncé hier le président, c'est que cette aide va être bien renforcée, beaucoup plus renforcée, et que typiquement dans le cas de Philippe Etchebest, qui a 70 000 € de frais fixes par mois, il aura une aide de 100 000 € d'aide par mois, avec un fonds de solidarité qui est augmenté maintenant et qui représentera 20% du chiffre d'affaires. Ces 20% du chiffre d'affaires, c'est censé couvrir ces frais fixes. C'est justement le but, c'est de couvrir ces frais fixes pour justement que toutes les entreprises qui sont dans le cas de celle de Philippe Etchebest, c'est-à-dire les gros restaurants, puissent justement aussi être sous le parapluie des aides de l'État. Donc vraiment, vous voyez, on a vraiment cherché à trouver des trous dans la raquette et à les combler au maximum. Est-ce qu'on n'est pas en train de surendetter les commerçants avec toutes ces mesures, toutes ces aides reportées
tout le système économique qui repose pas au niveau des aides, mais au niveau des accompagnements. Sur les accompagnements, on est d'accord, c'est des reports de charges, ce sont des emprunts garantis par l'État, ça fait que ceux qui risquent le moins, ça reste le banquier. Le commerçant, lui, sera toujours responsable de ses dettes. Si vous avez le droit d'emprunter 25% de votre chiffre d'affaires, il faut donc que quand on sort du confinement, on fasse 125% de notre ancien chiffre d'affaires. C'est là où on mesure que ça devient compliqué. Parce que, donc c'est une bombe à retardement aujourd'hui finalement, c'est ça ? Peut-être. Mais vous savez, j'ai appris dans mes cours d'histoire que la France avait toujours des systèmes d'aide ou d'incitation pendant les périodes de crise qui faisaient que quand les autres se relevaient, la France s'effondrait. Bon, Catherine Fay, pourquoi par exemple on n'arrive pas à faire... Je vous pose la question, attendez. Catherine Fay, pourquoi on n'arrive pas à faire plier par exemple les assurances pour aider les entreprises ou les commerces dans cette période difficile ? D'accord, juste pour réagir, on parle de report de charges, il y a aussi des aides. Oui, on a bien compris, directes, des aides directes. Chômage partiel, c'est quand même aussi du pouvoir d'achat qui est diffusé en temps réel à la population française. Quand on parle de chômage partiel, ça veut dire que tous les salariés de France gardent leur pouvoir d'achat pour pouvoir réinjecter dans l'économie. Après, c'est pas sûr que les commerçants ou les restaurateurs puissent les employer après. Oui, mais pour pouvoir réinjecter à Noël, pour pouvoir justement sauver cette économie, cette activité, etc. Donc c'est quand même très très important. Alors pourquoi les assureurs ne mettent pas la main au portefeuille ? Alors, les assureurs, écoutez, moi je pense qu'on pourrait leur demander aux assureurs. Au-delà de leur demander... Parce que vous savez, on est dans le cadre de contrats, et dans ces contrats, il n'est pas précisé que dans le cadre d'une catastrophe naturelle, d'une épidémie comme l'est le Covid, on soit remboursé de ses pertes d'exploitation quand on est un commerce ou une entreprise. Et le problème, c'est que, bien sûr, on est pris par les contrats qui ont été passés. Il y a eu des cotisants, il y a des conditions de redistribution, et malheureusement, aujourd'hui, ça ne prévoit pas les choses. Mais ça ne veut pas dire... Aujourd'hui, les nouveaux contrats, semble-t-il... supprimerait les pertes d'exploitation. En fait, il faut vraiment qu'on travaille à l'avenir à prendre en compte justement ce risque dans les contrats d'assurance et compter sur nous justement pour travailler sur ça parce qu'effectivement, ça, c'est un gros trou dans la raquette, mais on ne peut pas agir a posteriori. Est-ce que je peux juste Jean Petot, un petit point d'histoire pour Christian Beaune parlait d'histoire. Si la situation est, comme l'a dit le président de la République, le 16 mars au soir, lendemain du premier tour des municipales, une situation de guerre, j'allais dire à économie de guerre, répondent des mesures de guerre. Madame Fabre, vous vous souvenez qu'en 1944-45, le général de Gaulle et le Conseil national de la résistance a véritablement tordu le bras, en particulier aux assureurs, qui s'étaient, pour la plupart du temps, sous la clause de la guerre, exonérés de tout remboursement. Et la nationalisation des compagnies d'assurance date de cette époque-là. C'est-à-dire que, évidemment, les assureurs, c'est quand même étonnant que ce soit les seuls qu'on n'entend jamais depuis le 15 mars. Vous avez entendu un assureur se plaindre ? Ils sont aux abonnés absents. Est-ce que votre prime d'assurance a baissé ? Elle n'a pas baissé. La circulation automobile a été quasiment arrêtée pendant 2 mois. Ça n'a pas changé la prime d'assurance automobile. Ce qui est clair, c'est que les compagnies d'assurance sont devenues ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, toutes privatisées entre 86 et 88, à l'époque Chirac-Balladur, et que si l'État ne tord pas le bras aux compagnies d'assurance, rien ne se passera, incontestablement. Alors, je me suis sans doute pas fait que des amis chez les assureurs, mais enfin, je le dis clairement. Vous allez voir votre contrat, après, ça va être... Non, mais moi, je pense qu'il y a des effets dominos, il y a des vrais risques d'effets dominos, et tous ces acteurs privés qui pourraient prendre des décisions de générosité, de solidarité, de mettre au pot du fonds de solidarité, ne le font pas. Que ce soit les assureurs, que ce soit, moi, j'aimerais parler des bailleurs aussi. On a écrit, j'ai écrit à toutes les foncières. Pendant le premier confinement, j'ai écrit à toutes les grandes foncières pour savoir le geste qu'elles pouvaient faire pour leurs commerçants. Et honnêtement, pour les reports de loyer notamment. Pour les reports de loyer, et puis pour les annulations de loyer aussi. On peut aussi imaginer des annulations de loyer pour un mois. Honnêtement, très faible. On a travaillé une charte, vous avez travaillé une charte avec Jeanne-Marie Prost, j'ai regardé ça de très près. Les résultats, ils sont très décevants. Donc ça veut dire que quand on fait appel, et l'État a incité les bailleurs à faire des gestes en défiscalisant 50% du geste fait, c'est très faible. Alors ces gens-là, il faut les montrer du doigt. On est sur un effet domino, tout le monde doit y mettre de sa main, on est dans une crise où on doit être solidaire, et moi j'estime que ces acteurs-là,
ils sont libres, mais ils sont aussi libres de faire des gestes solidaires et de mettre au pot du fonds de solidarité. Ils en ont le pouvoir, ben faites-le, montrez que vous êtes solidaires. Christian Boll, ils vous répondent quoi, les assureurs aujourd'hui ou les bailleurs ? C'est pas, les assureurs, c'est pas prévu au contrat, la pandémie, ça exclut. Ma réponse, c'est de dire, on oublie de regarder un arrêt du tribunal de commerce de Paris qui a permis à Total d'accéder à la clause exceptionnelle qui permet j'ai perdu le terme, excusez-moi, et qui permet donc aux assurances, qui oblige les assurances à payer, cas de force majeure. Le tribunal a jugé que Total était face à un cas de force majeure et n'était pas obligé de consommer ce qu'il avait prévu à son contrat avec EDF. Le cas de force majeure s'applique pour la France entière, du coup. Je ne comprends même pas pourquoi personne ne monte au créneau. La presse se fait fort de faire la justice à la place de la justice. Elle ne dit pas un mot. Oui, on en parle. Voilà. Alors, les bailleurs, ils pensent à leur argent. Ouais. C'est médu. Le commerçant, c'est quelqu'un de très fragile par rapport à son bail. Vous payez pas un mois, vous êtes dehors. C'est même pas la peine de discuter. Et c'est vrai pour les restaurateurs, que les commerçants, tout le monde. Ouais. On va revenir sur la problématique des Pyrénées avec Christine Massour, qui est à Pau avec nous, directrice générale de la compagnie des Pyrénées NP. Il y a déjà eu la fermeture anticipée au printemps, avec le premier confinement. Donc là, pas ou peu de chances de réouverture. Il va falloir augmenter les prix des séjours, des forfaits au ski, pour tenir ? Ça, c'est une position qui n'est pas tenable. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est très tendu, donc il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. Lesquelles, par exemple ? Aujourd'hui, nous sommes en train de structurer notre activité autour des grandes institutions, Caisse et Dépôts, les régions, de façon à faire évoluer le modèle d'exploitation des domaines skiables pour bien sûr conforter et passer cette crise, mais aussi préparer le changement climatique et toutes les évolutions que l'on pressent depuis quelque temps. Allez-y, oui. Non, je disais, il y a eu de lourds investissements, par exemple, ces dernières années, encore aujourd'hui, à Gourette, à la Pierre-Saint-Martin, station que vous gérez, en fait, dont vous gérez la partie commerciale. Est-ce que le modèle économique est viable à long terme quand on investit beaucoup d'argent et qu'on a des fermetures à répétition et moins de neige ? Le modèle économique tient tant que les collectivités portent en grande partie les investissements pour favoriser les retombées sur les territoires. C'est le modèle qui a perduré depuis une cinquantaine d'années et qui a porté le développement des Pyrénées. Aujourd'hui, il faut passer sur des modèles qui soient économiquement viables. Les collectivités n'ont plus les moyens de porter seules ces investissements. Donc, cette réflexion-là a été largement entamée avant la crise sanitaire. Je pense cependant que cet épisode va obliger à se réinventer. Et effectivement, les régions, la Banque des territoires sont très à l'écoute et très à nos côtés pour essayer de trouver des solutions. Ouais. Mais ce n'est pas ce qui va permettre de compenser le manque à gagner lié effectivement à une fin de saison anticipée et à un début avorté. Ouais, la période de Noël, ça représente à peu près 25% de notre chiffre d'affaires et en fermant le 14 mars, on avait perdu à peu près 10%. Donc ce sont des pertes considérables, sachant que les domaines skiables ont en plus une obligation de réembauche. Donc, sous quelques semaines, on va être tenu à faire rentrer l'ensemble de notre personnel saisonnier. Sur les stations du réseau NP, ce sont quand même 800 personnes. Hein, donc, qui vont rentrer, que l'on mettra en activité partielle. Pour cette fête, pour cette fin d'année. On reviendra vers vous tout à l'heure. Dans un instant, je voudrais poser une question à David Sauvignon. Depuis Parthenay dans les Deux-Sèvres, directeur de la salle d'IFART, au bout de 6 mois sans public, ou presque, quel est l'état d'esprit dans votre milieu ? On est très fatigué parce que, comme on nous a incité à le faire, tous les acteurs, il faut le souligner, tous les acteurs du spectacle vivant ont enfourché tous les faits l'impossible, on s'est adapté
à ces nouvelles contraintes pour proposer d'autres formes de rencontres entre les artistes et les citoyens. Donc ça s'est passé par des choses en extérieur tout l'été, des jauges réduites, comme je le disais, des live streams pendant les confinements, les périodes de confinement, donc des concerts sur Internet. Beaucoup de contraintes et un épuisement parce que la dernière contrainte, c'était le couvre-feu. Et là, on espère qu'il va y avoir des dérogations, mais des dérogations qui ont été refusées début octobre. Donc là, il y a une prise en compte. A priori, dans le discours d'hier, on a entendu qu'il y aurait une prise en compte de ça. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de contraintes et les équipes sont quand même assez épuisées parce que ça fait depuis mars qu'on ne peut pas faire notre travail correctement. Vous créez, mais vous ne pouvez pas jouer finalement. Ça joue, mais avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de contraintes. Donc nous, on fait partie de gens, et notamment dans les musiques actuelles, où on sait vraiment s'adapter. C'est pas un souci, s'adapter et faire avec les contraintes du moment, de l'instant et des endroits où on joue. Mais là, c'est vrai que ça commence à être très épuisant et comme je le disais, nous, l'enjeu, il est vraiment sur 2021, puisque 2020, il y a eu des aides de l'État. Il y a eu les aides aussi habituelles en fait, des collectivités. Les collectivités, il faut le dire, notamment locales, ont été présentes tout de suite. Sur le premier confinement, il y a eu un soutien assez fort. Maintenant, est-ce qu'il ne va pas y avoir... il y a un réel risque de désengagement sur 2021, avec des élections, notamment régionales, départementales. Est-ce que certains ne vont pas en profiter pour mettre encore une fois la culture un peu de côté, alors que la culture, c'est un élément essentiel dans nos sociétés. Et peut-être même encore plus aujourd'hui, parce qu'il faut le rappeler aussi, la culture, c'est aussi un rempart à l'obscurantisme et puis aux idées nauséabondes. Et je crois qu'en ce moment, c'est malheureusement quelque chose qui revient chez nous. Donc la culture joue un rôle essentiel en ce moment et c'est pas le moment de le mettre de côté. Donc on est satisfait d'avoir entendu le chef de l'État en parler hier soir, mais c'est vrai qu'on est assez... en attente sur 2021, comment ça va se passer? Est-ce que le public aussi répondra présent une fois durant ce dernier quart d'heure, on va essayer de se projeter sur cette rentrée de janvier 2021. On a compris que Noël est sauvé pour les commerçants, c'est difficile pour les bars, restaurants aujourd'hui, les stations de ski dans l'incertitude la plus complète. D'abord, Jean Petot, je voudrais avoir votre avis sur le fait que l'urgence sanitaire génère, on a l'impression quand même, un profond sentiment d'inégalité. Oui. Est-ce que ce n'est pas un risque pour l'acceptation collective de la situation? La question a été tout à fait pertinente, Vincent, parce qu'on voit bien que dans le débat et dans l'échange qu'on a depuis le début, que la question de la soutenabilité sociale, de cette séquence, de cette phase, de cette période, de ce temps qui, à certains égards, on voit les comparaisons avec le jour sans fin, qui répète toujours un peu. On évoquait tout à l'heure, avant que l'émission commence, l'hypothèse d'un troisième éventuel reconfinement. Donc toute cette dimension cyclique, tant qu'il n'y aura pas eu le coup d'arrêt par une pratique vaccinale, à condition qu'elle soit efficiente, risque de se reproduire. Donc ça a des effets qui sont à la fois des effets d'incertitude et donc d'angoisse. Et le temps, je ne vais pas faire un discours prêchi-prêcha, mais le temps que nous vivons aujourd'hui, par exemple, dans les religions qui se réfèrent au christianisme, c'est le temps de l'avant. Avant la naissance du Christ, sauveur du monde. Et là, notre ami Appartenay évoquait cette période qui est une période en disant mais qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir, dans les mois à venir? Tout le monde a cette interrogation. Comme si d'une certaine façon on était dans un long temps de l'avant sans connaître l'échéance de ça. Et pour ce qui est des différences sociales, des fractures sociales qui sont générées. Moi, je parle sous le contrôle de Catherine Fabre qui suit ça de très près, qui connaît bien tout ça. Il y a, à l'évidence, c'est l'autre dimension, une dimension de révélation, d'accentuation, et d'une certaine façon, ça fonctionne comme une pince à écarter la période actuelle. Donc les plus faibles sont encore plus faibles. La fragilité des commerçants, des entrepreneurs indépendants, du petit commerce, elle est révélée très clairement. Et puis, par ailleurs, je ne vais pas y revenir, mais ceux qui sont susceptibles
d'en profiter, ce qu'on appelle des profiteurs, ils existent aussi. Et ça, c'est le propre d'une période qui nous ramène à ce qu'on a rappelé tout récemment à propos de la disparition de ce grand Daniel Cordier, avant-dernier compagnon de la Libération encore vivant. Oui, c'est vrai qu'il y a des temps déraisonnables. Des temps déraisonnables, c'est des temps où les tensions s'accentuent, où vous avez des groupes qui facilement se victimisent. Je dis facilement parce que ce n'est pas forcément les plus touchés. Qu'il ne faut pas confondre les agitations avec les soucis profonds. Donc tout ça est assez triste de fait, oui. Christian Baulme, la priorité pour les commerçants, là, ce début 2021, c'est quoi la demande principale aujourd'hui? C'est de retrouver une petite salubrité financière pour pouvoir investir dans les stocks du printemps. Parce que c'est commandé, mais il va falloir les payer. Donc il faut que la fin de saison, la période de Noël soit assez bonne. Et donc pour ça, il faut que les soldes soient retardés aux grandes dames de la grande distribution et d'Internet. Les soldes, c'est au mois de février, c'est pas au mois de janvier. Voire pas du tout. Mais voire pas du tout. On ne peut pas concevoir une société économique où le commerçant, le restaurateur, l'artisan ne gagne pas d'argent. Il n'y a que sur Internet qu'on peut imaginer qu'on ne gagne pas d'argent. Parce qu'on vend les données qu'on récupère par les ventes. Il n'a pas besoin de gagner d'argent. Les équipes sur le grand site Amazon qui gagnent trop d'argent sont pénalisées. Parce que ce qui compte, c'est de récupérer des données. C'est pas de vendre et c'est pas de faire des bénéfices à la vente. Est-ce que la variable d'ajustement, le risque, c'est pas l'emploi pour des commerces en fait, qui vont se séparer de leurs collaborateurs? Forcément, mais ça l'est déjà. Tous les emplois saisonniers dans le commerce au moment de Noël pour faire les paquets cadeaux, pour les extras du samedi, etc. C'est fini depuis longtemps chez les restaurateurs, mais ça avait commencé très tôt. Chez nous, ça y est, il y a le minimum et on fait avec le minimum d'emplois. On peut pas, on n'a aucune visibilité financière pour le début d'année. Donc il faut que ça se passe bien. Et je vous assure, pour que ça se passe bien, pour faire du commerce, il faut des restaurateurs, il faut des bars, il faut une ambiance dans la ville. Laurent Tournier, il faut des restaurateurs. Il faut des musiciens aussi pour faire ça. Les bars, les discothèques demandent par exemple que la TVA soit réduite à 5,5% pour faciliter la reprise d'activité quand elle viendra. C'en est où ? Écoutez, on n'est pas dans ce temps-là, on adorerait être dans ce temps-là. Là, c'est la relance. Là, aujourd'hui, on vient d'apprendre hier qu'on était de nouveau reconfinés pendant 2 mois. Donc, je rejoins Christian Baulme. Ce que nous souhaitons, c'est travailler. Voilà. Alors, on comprend la problématique sanitaire, on l'entend. On n'est pas. Mais manger avec un masque, c'est difficile. On n'est pas autiste. Oui, mais on peut, je pense, vivre dans notre monde de restauration en respectant des règles sanitaires. On l'a déjà fait, voilà. Et on dit qu'on peut le faire, et on est habitué à ça. Vous savez, notre ADN, c'est d'entreprendre, de payer des charges, de payer des impôts et de participer à la vie de la nation. C'est notre fonction, c'est notre ADN. Aujourd'hui, on se retrouve en position de mendiant, aider à tendre la main pour essayer de ne pas mourir. Très honnêtement, on ne sait pas faire on ne peut pas changer d'ADN comme ça en claquant des doigts. Donc il faut qu'on retrouve notre ADN qui est le nôtre, c'est profiter de la vie, donner du plaisir aux gens, travailler et participer à la vie de la nation. Donc il faut absolument qu'on nous laisse ce choix-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le simple dogme de dire parce que cette pression sanitaire nous contraint à avoir des mesures un peu drastiques, peut-être qu'il y a des choix un peu intermédiaires. Je trouve qu'on est trop là dans des dogmes qui sont draconiens. Voilà. Et surtout pris à l'échelle de la nation. Si on prend notre histoire de la Nouvelle-Aquitaine avec l'histoire du Covid, alors on peut très bien dire oui, c'est parce qu'on a pris toutes ces mesures qu'on a préservé la Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, plus largement, tout le Grand Ouest. Voilà. Mais si on tire le trait aujourd'hui, très honnêtement, on s'est dit tout ça pour ça. Oui. Alors, je ne minimise pas l'action de l'ARS qui fait un boulot de dingue, et l'action de la préfecture, enfin, et tout le monde, et les députés, etc. Tout le monde travaille dans le même sens. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on tire le trait, quand on dit à nos adhérents, bah oui, effectivement, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont en réanimation, très peu de gens de morts pour finir du Covid dans la Nouvelle-Aquitaine, etc. Et par contre, nous, on est sûr de mourir dans notre entreprise. C'est vrai que c'est une situation un peu délicate. Voilà. Catherine Frabe, il y a les aides, on en a beaucoup parlé, l'accompagnement qui soit de l'État, des collectivités locales, le plan de relance de 100 milliards d'euros. Qui va rembourser tout cet argent ? Alors, moi, déjà,
Par rapport à la fatigue morale qu'on entend, et c'est vrai que tout le monde est très fatigué, tout le monde est démoralisé. Et très endetté aussi. Et très endetté. On voit quand même arriver un bout du tunnel, et une lumière, une sortie. Et je dirais que c'est assez nouveau et que c'est depuis hier, quelque part, qu'on parle d'un vaccin qui arrive fin décembre, début janvier, qu'on voit des commerçants qui réouvrent quand même 1 mois, 5 semaines avant Noël, ce qui va quand même permettre, si les consommateurs jouent le jeu, et moi j'appelle vraiment les Français à jouer le jeu, à prendre la liste et à aller chez les commerçants et non pas sur Internet pour faire les achats. Et vraiment, il faudrait que tout le monde joue le jeu. Restez vigilants parce qu'on voit que la situation des restaurants va dépendre du comportement citoyen et vigilant des Français aussi. C'est parce qu'on est vigilant qu'on pourra réouvrir les restaurants dans 1 mois. Donc on voit ce bout du tunnel, la culture commence à réouvrir. C'est vrai que ça nous a énormément manqué, la culture, le fait de ne plus pouvoir aller au cinéma, au théâtre. Il y a une dette à 100 milliards d'euros minimale. Voilà, mais moi pour l'instant, je veux juste marquer ce bout du tunnel parce que c'est essentiel que les gens l'entendent. On a un bout du tunnel qui arrive. À la fin de l'année, on a les fêtes de Noël en famille. C'est essentiel pour l'ensemble d'entre nous de se retrouver enfin en famille. On va pouvoir enfin le faire parce qu'on a confiné le mois dernier. On n'a pas trop de solutions pour rembourser la dette, c'est ça? Ça amène des solutions. Non, je dis juste, déjà, prenons cette bouffée d'air-là qui nous fait du bien parce qu'on est tous démoralisés. Pas noircir le tableau. Prenons cette bouffée d'air, ça ne va pas durer éternellement. C'est vrai que là, on a un 2e confinement qui est très dur, mais il va y avoir des vaccinations et très probablement que si on prend la mesure des choses, on arrivera à s'en sortir assez vite. Et donc j'en viens au problème de la dette, qui est un problème, parce qu'effectivement, on s'est lourdement endetté. L'enjeu, c'est de la rembourser sur du long terme. L'enjeu, c'est de la rembourser sur 20 ans, de sorte à ce que ce soit le moins douloureux possible pour... 100 milliards, ça fait beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Alors après, l'avantage qu'on a, si je puis dire, c'est que tous les pays du monde sont dans la même situation. Et que donc... une dette européenne aussi. Il y a aussi une dette européenne. Et alors, merci l'Europe, parce que grâce à l'Europe, on a pu s'endetter sur de très bonnes conditions financières, ce qui fait que ça nous coûtera beaucoup moins cher que s'il n'y avait pas eu d'Europe. Donc ça vaut le coup aussi de le dire. Et la France, parce qu'elle a été à peu près responsable au niveau financier et dans des conditions où elle n'est pas mise en difficulté au niveau mondial par rapport à son endettement, donc on a quand même cette chance-là d'être dans un pays soutenable financièrement, solide, et qui nous permet justement de nous permettre d'avoir ces filets de sécurité et de prendre soin à la fois de la santé des gens et à la fois de la santé des acteurs économiques, même quand on les oblige à fermer. Christine Masseau-Rapot, directrice générale de la Compagnie des Pyrénées, je le rappelle, sur quel calendrier vous tablez pour... Alors bon, Noël, on a compris que c'était compliqué. Après le mois de janvier. Ça va être compliqué. Donc là, on nous annonce une réouverture probable pour le 20 janvier si les conditions sanitaires s'améliorent. On ose encore espérer que, à l'issue des vacances de Noël, il pourra y avoir une révision de position, toujours pareil, si les conditions sanitaires le permettent. Mais si vous permettez, je veux revenir sur un point. Moi, je représente les exploitants de domaines skiables, mais le domaine skiable, finalement, ce n'est pas l'ensemble de la montagne l'hiver. Nous allons avoir de la fréquentation pour les fêtes de Noël. Vos invités parlent de symboles de Noël. Et le symbole de Noël, c'est la féerie, du sapin, de la neige. Et tout ça, c'est la montagne. Donc on va avoir du monde en montagne qui évolueront dans un espace naturel, ouvert. Et paradoxalement, ils ne pourront pas faire de ski. On savait malheureusement que les restaurants allaient être fermés. C'était un point un peu difficile, mais on n'imaginait pas qu'une activité extérieure puisse être fermée alors que l'accès à ces territoires-là va être ouvert. Donc c'est quand même un point qui est un peu ambigu et on va voir comment se passe cette fréquentation avec donc des clients qui seront sur nos territoires et qui pratiqueront des activités de pleine nature comme l'été. Et l'engouement qu'il y a eu pour la montagne cet été nous laisse croire que nous aurons une fréquentation raisonnable mais suffisamment conséquente pour que, à minima, les commerces de proximité qui vivent aussi du tourisme puissent avoir des pertes moins importantes que ce que l'on aura à subir sur les domaines skiables.
Merci Christine Massour pour ces précisions. David Sauvignon, je reviens vers vous avant de conclure cette émission. La salle d'IFART qui va innover pour le week-end de la mi-décembre. Faute d'avoir du public, vous allez proposer une version live, c'est ça ? Oui, puisque l'urgence, c'est quand même donc de refaire travailler les artistes et puis aussi les techniciens du spectacle qui sont à l'arrêt pendant ce confinement. Donc, à Noël, en fait, habituellement, il y a beaucoup d'associations qui travaillent qui font des actions solidaires, en fait. Et ça se passe en réel avec les gens qui donnent, qui font des dons, soit des jouets, soit de l'argent à la billetterie. Et là, ça ne pourra pas se faire puisque ce sera le 18-19 décembre. On ne pourra pas organiser ça et très probablement que les conditions qu'on va connaître dans les jours qui viennent ne nous permettront pas de toute façon d'accueillir suffisamment de public. Donc on proposera avec 2 autres salles du département des Deux-Sèvres, donc la salle Bocal à Bressuire et le CAMJ à Niort. On proposera un week-end de concert en streaming, donc sur Internet, pour Noël, avec un appel aux dons pour l'association, donc au profit de l'association Les Lutins de Trousseau. C'est une association qui intervient à Niort, à l'hôpital de Niort, pour les enfants qui sont hospitalisés. Voilà, donc parce que effectivement les concerts solidaires, c'est quelque chose qui existe chaque année. Et cette année, je pense que les associations ont été un petit peu lésées parce qu'elles n'ont pas pu organiser de récolte de fonds via ces organisations. Donc, on a bien noté donc le 18 et 19 décembre sur Internet. Merci David Sauvignon. Merci bien. La solidarité, c'est aussi finalement le bienfait un peu de cette crise. Crise économique, crise sanitaire, qui a aussi révélé beaucoup de solidarité entre les Françaises et les Français, quelle que soit leur situation. Merci à tous les 4 ici sur ce plateau et à tous les 6 d'avoir participé à ce débat sur Noah et sur France 3. Restez avec nous.